Jeudi 30 juillet 2020, bienvenue dans cette édition. Les titres. Week-end festif au Bénin. Le Bénin célèbre le samedi prochain le 60e anniversaire de son indépendance. Un rappel de l'histoire dans ce 19h. Demain 31 juillet 2020, la communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Kébir. Nous allons visiter le sens de cette fête pour les musulmans béninois. Quelques grandes décisions du Conseil des ministres viendra boucler cette édition. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin célèbre le 1er août les 60 ans de son accession à la souveraineté internationale. Le pouvoir fut transmis au président Maga, premier président du Dahomey indépendant, par le ministre d'État français Louis Jacquinot. En 1972, l'officier Mathieu Kérékou prend le pouvoir, adopte le marxisme-léninisme en 1974, puis rebaptise le pays qui devient la République populaire du Bénin. Le pays du roi Béhanzin est désormais appelé République du Bénin depuis 1990. En prélude à la célébration de ce 60e anniversaire, l'ancien bâtonnier, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin et participant de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, Robert Dossou est revenu sur un pan de l'histoire moderne du Bénin. Il est au micro de Abdelkader Achirou. La pression pour l'indépendance était là, présente. Je ne vais pas remonter aux racines, nous n'avons pas le temps dans votre émission. Et la Guinée donc a obtenu son indépendance en 1958. Au référendum de 1958, moi je passais en terminale. Je passais de la classe de première en terminale, j'étais déjà très actif. J'appartenais à une classe au lycée Victor Ballot qui était très au fait des choses et nous étions très politisés. J'ai fait campagne, j'étais très jeune, mais j'ai fait campagne pour le non. Bon, nous avons été battus parce que tous les grands ténors avaient demandé, oui, en cette année-là, 2 partis pro-indépendantistes se sont créés à côté des partis classiques de Aromadegbe, Akpeti, Maga. Et il y a eu le Mouvement national de libération, qui est un parti panafricain, créé par Albert Evoidjire, Jean Pliya et le professeur Joseph Kizerbo de Burkina Faso. Et puis, parallèlement, le PRS Bénin. Le PRS Bénin, parti de la révolution socialiste du Bénin, créé par Théophile Paoletti, Binouzo Barnabé et le Togolais Franklin. Mais ce parti n'a pas duré 8 jours. Ils sont créés et ils ont été au ministère de l'Intérieur déposer leur statut parce qu'ils voulaient la révolution socialiste. Ils ont déposé leur statut et ils ont été immédiatement arrêtés et leur mouvement dissous. Donc ça n'a pas fait long feu. Et puis nous avons voté au référendum, le Bénin a voté pour la communauté, mais la communauté ne pouvait pas survivre. Et la pression était telle que le général de Gaulle, qui était malin, a estimé qu'il fallait concéder et pour conserver l'essentiel. D'où négociation ouverte avec les États africains pour leur départ à l'indépendance, pour leur accession à l'indépendance. Et on a dû modifier le chapitre de la Constitution de la 5e République consacrée à la communauté. Ça a été modifié par le Palais Bourbon et nous avons été amenés à l'indépendance négociée sans difficulté avec pension alimentaire. Il y a une revue française, Paris Match,
qui à l'époque avait affiché l'année de l'indépendance à une grosse manchette disant que c'est une indépendance, que c'est nos indépendances divorcent avec pension alimentaire, puisque le budget de certains de ces États était financé par le budget français, qui subventionnait au niveau du Bénin, c'est le budget français qui a subventionné pendant quelques décennies l'indépendance, enfin, le fonctionnement de l'administration du Bénin. Nous voilà à l'indépendance. Je passe les jeux, mais le jeu qui s'est déroulé, politique, de 1960 à 1972, est marqué et dominé par le jeu entre trois partis politiques. Le PRD de Sourouminga Akpiti, le RDD de Hubert Maga et l'UDD de Justin Tometi Ahomadegbe. Notez ça que c'est ça qui a dominé toute la vie politique. Au cours de cet entretien, Maître Robert Dossou a abordé le processus de transition démocratique assuré par l'ancien directeur Afrique de la Banque mondiale, le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Maître Robert Dossou commente l'évolution du Bénin en plusieurs étapes de 1991 à 1996, de 1996 à 2006, de 2006 à 2016, puis de 2016 à nos jours. Suivez ces propos recueillis par Abdelkader Achirou. Maga Akpiti, Maga Ahomadegbe, cette combinaison, on finit par une autre combinaison à trois, qui a duré de 70 à 72, ce qu'on a appelé le conseil présidentiel. Mais cette fois-là, chacun d'eux devait être président du conseil présidentiel à tour de rôle. Le premier, c'était Maga. Puis ensuite, Ahomadegbe. C'était le tour d'Ahomadegbe. Ahomadegbe était en fonction lorsque les militaires et nous tous d'ailleurs, tout le monde estimait, nous appelions cela le monstre à trois têtes. Nous avions baptisé ce régime le monstre à trois têtes parce que il y avait trois courants dans l'armée, trois courants dans l'administration et trois courants dans le gouvernement. Parce que chacun des trois avait ses ministres. Et ça fonctionnait très mal. Donc au soulagement de tout le monde, aucun push ne soulage vraiment, mais il faut dire qu'au soulagement de tous, le 26 octobre 1972, l'armée est arrivée au pouvoir. Et cette fois-ci, avec un vocabulaire et une démarche tout à fait nouvelle. Une démarche tout à fait nouvelle. Évidemment, quand était le plus fréquent dans les putschs, avait déjà envisagé en l'un de ces putschs de regrouper tout le monde autour d'une charte, d'un programme, etc. Mais il n'a pas fait. Et cette fois-ci, ça a été fait. Il y a eu le 30 novembre un discours-programme qui était progressiste et affirmait la nécessité de recouvrir réellement l'indépendance du Dahomey. Mais ils auraient pu s'arrêter là. C'est le 30 novembre 1972 que le discours-programme a été donné. Et puis, le 30 novembre 1974, ils proclament marxisme-léninisme. Ils ont proclamé le marxisme-léninisme. Et nous tous, on est devenus marxistes. Et on devait tous s'appeler camarades. Et on devait s'appeler camarades. Ça a été extrêmement dur parce que mes étudiants, moi j'enseigne là, mes étudiants ont commencé à m'appeler camarades. J'ai refusé. J'ai dit non, ben, je suis pas votre camarade. Moi j'ai des camarades, mais vous n'êtes pas mes camarades. Vous êtes camarades entre vous, mais pas avec moi. Donc, bon, mais ça s'est imposé, il fallait terminer. Il fallait faire toutes les correspondances officielles par camarades. Camarade président de la République, camarade ministre, camarade directeur général, camarade papa, camarade maman. Bon, on a eu tout ça. Et on devait terminer les correspondances par prêt pour la révolution, la lutte continue. Voilà. Alors tout le monde s'y est mis, j'ai refusé, mais bon, tout le monde a signé camarade et prêt pour la révolution, la lutte continue. Je vais dire, et ce régime s'est terminé par la conférence nationale. Mais comment, pourquoi? Je ne peux pas vous donner tous les détails là. Mais je vais dire deux grandes choses. La première grande chose, c'est que la proclamation du marxisme a créé une frustration énorme dans le pays. Même ceux qui prétendaient l'animer, tous n'étaient pas marxistes. Il y avait des gens anti-marxistes qui étaient dedans.
Ce n'est pas un parti marxiste qui a guerroyé, qui a fait une longue marche, une route pour parvenir au pouvoir. C'est qu'il y a combinaison entre militaires qui se disent révolutionnaires. Et cette période, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que cette période est en 2 temps. Il y a eu le gouvernement militaire révolutionnaire du 28 octobre jusqu'en 1980, jusqu'à la Constitution de 1977, la loi fondamentale qui a fait du parti qu'ils ont créé, parti de la Révolution populaire du Bénin, un parti d'État, un parti État. Et la Constitution était très claire, c'est le parti qui contrôle l'État. C'est un point capital qu'il faut retenir pour pouvoir apprécier la suite d'aujourd'hui, je dois le dire. Le parti contrôle l'État. Alors, c'est fait une gangrène, ça a été une situation extrêmement pénible et dérapante. Dérapante d'autant que, au moment où ils sont arrivés, en 1972, la guerre du Biafra avait battu son plein. Et des Ibo, des hommes d'affaires Ibo, ont bougé du Nigeria pour se réfugier au Dahomey avec beaucoup d'argent. Quand ils arrivaient, quand un appartement coûtait 50 000 de location, eux, ils n'hésitaient pas à dire 100 000, 150 000 pour l'avoir. L'immobilier, c'est en ce moment que l'immobilier a augmenté. C'est des petits faits auxquels beaucoup n'ont pas fait attention. Ils achetaient des terrains, ils doublaient le prix. Bon, les Aladji de Porto ne voulant pas être en marche de ça aussi. Bon, si bien que l'immobilier du Dahomey a grimpé énormément. Et ça a activé aussi la corruption, parce qu'ils n'hésitaient pas à intervenir dans les commissariats de police et autres. Ça, c'est un aspect que les gens, parce qu'il faut étudier bien notre pays sous la colonisation, de l'indépendance jusqu'à cette période, et nous constaterons, si on fait des enquêtes sociologiques, qu'il y a eu un boom de l'immobilier à Cotonou et un boom de la corruption également, parce que ceux-là, ils n'hésitaient pas à aller au commissariat. On finançait un peu, la police venait vous arrêter. En tant qu'avocat, quand je suis arrivé, j'ai dû régler beaucoup de ces genres de questions. Donc il y a eu ce phénomène de l'immigration au Dahomey, donc au Bénin, puisque la Révolution a changé le nom de Bénin, République du Dahomey, en République populaire du Bénin. Et deuxième élément, outre les capitaux des Ibo qui sont arrivés au Dahomey, il y a eu un boom. Le boom pétrolier du Nigeria a énormément profité au Dahomey puis au Bénin. Des difficultés qui ont surgi dans le port de Lagos ont énormément profité au port de Cotonou. Donc, il y a eu de l'argent qui a beaucoup circulé au Bénin. Et par le biais des impôts et autres, pour la première fois depuis notre indépendance, c'est sous le GMR, gouvernement militaire révolutionnaire, que notre budget s'est trouvé en équilibre et parfois en excédent, permettant ainsi au gouvernement de réaliser des infrastructures sans emprunter un sou à personne. Je sais que le fameux hall des sports, par exemple, à Saint-Michel, a été financé complètement, entièrement, sur le budget national. Sous la présidence de son Excellence Patrice Talon, le Conseil des ministres du ce 29 juillet 2020 a pris d'importantes décisions en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication, notamment en rapport avec l'accessibilité à la gestion des actes peu recommandables. Le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orula, donne les précisions au cours du point de presse à l'issue du Conseil. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention sur la cybercriminalité adoptée à Budapest, en Hongrie, le 23 novembre 2001 et de son protocole additionnel relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques adoptés à Strasbourg, en France, le 28 janvier 2003. La dite convention vise essentiellement à harmoniser les éléments d'infraction ayant trait au droit pénal matériel national
et les dispositions connexes en matière de cybercriminalité. Fournir au droit pénal procédural national les pouvoirs nécessaires à l'instruction et à la poursuite d'infractions de cette nature, ainsi que d'autres infractions commises au moyen d'un système informatique ou dans le cadre desquelles des preuves existent sous forme électronique. Mettre en place un régime rapide et efficace de coopération internationale. Quant au protocole, il a été élaboré pour traiter des questions relatives à la définition et à l'étendue d'éléments en vue de l'incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis à travers les réseaux informatiques, y compris la production, l'offre, la diffusion ou d'autres formes de dissémination de matériel ou de messages avec un tel contenu à travers les réseaux informatiques, puis aux modalités d'application aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions visées des dispositions du droit pénal matériel, procédural et de coopération internationale contenues dans la Convention. Ainsi, le protocole vise à harmoniser le droit pénal matériel dans le cadre de la lutte contre le racisme et la xénophobie sur Internet d'une part, et à favoriser la coopération internationale dans ce domaine d'autre part. C'est pour ces raisons que le Conseil sollicite du Parlement la ratification de ces textes par notre pays. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, ainsi que de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications. La Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juin 2014, a pour objectif de renforcer et d'harmoniser les législations actuelles des États membres et des communautés économiques régionales en matière de technologie de l'information et de la communication dans le respect des libertés fondamentales ainsi que des droits de l'homme et des peuples. Elle vise également à créer un cadre normatif approprié correspondant à l'environnement juridique, culturel, économique et social africain. À cet effet, elle souligne que la protection des données personnelles et de la vie privée est un enjeu majeur de la société de l'information. Aussi, prescrit-elle que tout traitement de données personnelles doit respecter un équilibre entre liberté fondamentale, promotion et usage des TIC, intérêt des acteurs publics et privés. Par ailleurs, en ratifiant la Constitution et la Convention de l'Union africaine des télécommunications, adoptées respectivement au Cap, en Afrique du Sud, le 7 décembre 1999 et à Harare, au Zimbabwe, le 10 juillet 2014, notre pays contribuera notamment à développer des réseaux et services des télécommunications d'une manière concertée, planifiée et intégrée, promouvoir le développement rapide des télécommunications sur son territoire en vue de réaliser l'accès aux services universels ainsi qu'une connexion totale avec les autres pays de manière efficace. Intégrer davantage les opérateurs du secteur privé dans le processus de développement des télécommunications en Afrique. Aussi, le Conseil des ministres a-t-il instruit les ministres chargés du dossier de veiller à l'aboutissement de la procédure parlementaire. Le Conseil a également pris d'importantes mesures relatives à l'inscription des Béninois de l'extérieur au registre national des personnes physiques et à la mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique. Suivons une fois encore le ministre Alain Orunla. Inscription des Béninois de l'extérieur au registre national des personnes physiques. Le numéro personnel d'identification issu du recensement administratif à vocation d'identification des personnes RAVIP est nécessaire aux administrés pour se faire identifier, mais aussi pour interagir avec les services publics et parapublics. Pour en disposer, il faut avoir été préalablement inscrit au registre national des personnes physiques.
Mais l'opération de recensement initiale avait eu pour cible les Béninois résidant sur le territoire national. La complétude du dit registre requiert qu'il soit alimenté par les données de nos compatriotes de l'extérieur via une interconnexion avec les registres diplomatiques et consulaires. À cet effet, il est prévu que l'Agence nationale d'identification des personnes procède à leur inscription en relation avec les services du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Celle-ci pourra se faire à l'étranger, dans les représentations diplomatiques ou consulaires du Bénin. Au point d'entrée principal sur le territoire national, à l'aéroport ou à l'Agence nationale d'identification des personnes et dans ses structures déconcentrées. Les ministres concernés veilleront à l'application du décret qui encadre l'opération. Le Conseil a par ailleurs adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mise en vigueur de la carte nationale d'identité biométrique en République du Bénin. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel et l'Union des professionnels des médias du Bénin, en collaboration avec le programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit en République du Bénin PALIRED et le programme d'appui à la justice PAJ, ont lancé le mardi 28 juillet 2020 un projet de subvention des meilleurs dossiers d'investigation à l'endroit des journalistes formés au début de ce mois aux techniques d'investigation. Suivez le compte rendu de Zawi TV. 25 bourses sont mises à la disposition des 120 journalistes béninois formés récemment sur les techniques de l'investigation pour réaliser des productions au cours de l'année 2020. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de Social Watch Bénin le 28 juillet dernier à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou. La cérémonie de ce jour marque le démarrage officiel de cet appui financier que mettent en place le programme PALIRED et le projet de décorruption et qui vise à augmenter le nombre de productions médiatiques sur les faits de corruption. À terme, 60 productions de presse sur les infractions économiques au Bénin seront appuyées à l'horizon 2022, dont 30 articles de presse pris en charge par le projet de décorruption en 2020 et 2021 et 30 productions audiovisuelles prises en charge par PALIRED en 2020, 2021 et 2022. Ces œuvres feront l'objet d'une publication en bonne et due forme et les mesures et les meilleures productions subventionnées seront primées à chaque édition grâce au programme PALIRED. Ce projet a pour objectif la participation des journalistes à la lutte contre la corruption au Bénin. Et à l'occasion de ces formations-là, on a dit qu'il y avait une deuxième phase, la phase des mini-subventions pour la réalisation d'enquêtes journalistiques sur des thématiques liées à la corruption. Et donc, c'est un grand rendez-vous ce soir. Et je voudrais remercier nos différents partenaires, PALIRED de décorruption, Social Watch Bénin, qui, grâce à l'appui de l'Union européenne, nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce programme. Alors, vous savez très bien que notre mandature, depuis son installation, a mis un point particulier sur la question de la formation. Et c'est avec plaisir que nous nous sommes associés à cette initiative venue à travers le programme PALIRED pour former les acteurs des médias. Et le lancement de ce concours vient renforcer davantage cette dynamique-là et surtout encourager les acteurs des médias qui sont engagés déjà dans la formation et ensuite veulent traduire en pratique les acquis de cette formation. Donc, c'est une continuité. Le message ce soir, c'est de nous inviter à
participer à ce concours-là. Le top est ainsi donné et les journalistes désireux de capter ces subventions sont invités à mettre en place des projets d'investigation d'ici le 21 août 2020. Comme annoncé, les destinataires de ces subventions sont connus, mais ils doivent satisfaire des conditions bien définies pour les capter. Les précisions relatives à ces conditions sont données par le coordonnateur du projet de décorruption Chervais locaux. Il faut être un journaliste travaillant au Bénin, avoir au moins 5 ans d'expérience professionnelle, travailler dans un organe paraissant régulièrement au Bénin, et il faut également soumettre un dossier. Le dossier comprend un synopsis, c'est un terme journalistique, un synopsis, c'est-à-dire les grandes lignes d'un sujet, et le sujet doit être forcément lié à la corruption ou aux infractions connexes. Les infractions connexes, c'est le détournement, c'est l'enrichissement illicite, c'est l'abus de fonction, c'est la fausse déclaration de patrimoine, blanchiment de capitaux, etc. Il faut également produire un plan d'enquête, c'est-à-dire présenter l'itinéraire institutionnel à parcourir dans le cadre de l'enquête, fournir aussi la liste provisoire des personnes qu'on aura interrogées dans le cadre de l'enquête. Ensuite, il faut proposer un budget qui doit être au plus de 150 000 pour les journalistes de la presse écrite, de 200 000 pour ceux de la radio et de 250 000 pour ceux de la télévision. Alors, le budget doit comporter des rubriques spécifiques, c'est-à-dire sont éligibles à ce budget les frais de déplacement du journaliste dans le cas strict de l'investigation. Ensuite, les frais de mission. Tout à l'heure, on peut dire la différence. Les frais de mission qui rentrent strictement dans le cadre de l'investigation. Nous avons aussi l'achat d'intrants, que ce soit la presse écrite ou l'audiovisuel. Les frais de communication aussi sont éligibles dans le cadre de ce budget. La reprographie de documents strictement liés à l'investigation qu'on est en train de mener. Alors, sont exclus de ce budget des frais d'édition, de publication et de diffusion de l'enquête menée dans les organes de presse, l'achat d'informations ou de témoignages et la prise en charge des personnes interrogées, parce que parfois, certaines personnes peuvent réclamer de l'argent pour donner des informations concernant l'investigation. Ça, c'est exclu. Et ça fait partie aussi des principes déontologiques de la presse. Demain, 31 juillet 2020, sera célébré l'Aïd el-Kébir, encore appelé fête du mouton ou fête de la Tabaski. Comment les Béninois conçoivent-ils cette fête et comment vont-ils la célébrer? Quelques éléments de réponse dans ce qui suit. On compte fêter ça normal, par la grâce de Dieu. On met tout dans les mains de Dieu. Si Dieu nous gagne, on a déjà acheté le mouton, on s'apprête bien pour la fête. Ok, on pense à partager la viande avec tout le monde. Dans le quartier, comme en famille et avec les invités aussi. La fête de la Tabaski se prépare avec nous très bien. Malgré la maladie, on remercie Dieu. Je suis déjà allé chercher un petit mouton parce qu'on ne peut pas faire la fête sans le mouton, parce qu'on l'appelle déjà la fête des moutons. Je suis allé chercher un mouton pour les enfants. Et demain, nous allons faire les carèmes et après demain la fête, nous allons partir prier. Dès le retour, on va faire le travail du mouton. Bon, d'abord, on doit remercier Dieu. On remercie Dieu pour la santé, la première des choses. Même si en période de Covid-19, on ne peut pas organiser comme d'habitude. Mais on va essayer de gérer pour qu'on ne nous accuse pas d'autres choses, quoi. Mais comme la fête est là,
La fête, c'est la fête. On va fêter en famille, comme d'habitude. C'est que la différence, ça ne serait pas comme avant. Ça. Bon. Comme ils ont demandé d'abord les cas, on va respecter les cas, la distanciation, quoi. On va respecter ça là. Après ça, on nous a interdit de ne pas aller à la place publique pour pouvoir faire ça comme d'habitude. Vous voyez. Donc là où il y a les prières de dimanche, c'est-à-dire les prières de vendredi, c'est-à-dire les grandes mosquées qui organisent les prières de vendredi, on peut aller là-bas pour aller prier là-bas. Alors avant, on allait à la place publique, c'est-à-dire qu'il y a une grande place publique où on se rassemble pour faire la prière. Mais cette fois-ci, on va aller là où les grandes mosquées qui organisent les prières de vendredi, c'est là-bas on va faire ça, en respectant les 1 mètre comme ils ont demandé, et puis les cache-nez qu'on va porter pour faire la prière. Moi, je suis dans une organisation mondiale, on cotise pour payer le bœuf, puisque tout le monde n'est pas capable de payer mouton. Mais on cotise pour payer bœuf et partager entre nous, comme famille, quoi. On a allé courir partout, à droite, à gauche, avant de trouver un mouton. On va tuer un passager, on va faire sacrifice dedans, on va donner des amis, et le reste là, on va manger en famille à la maison. En fait, à la maison, c'est pas, on fait dans des ordres comme avant. Maintenant, là, tout le monde, c'est fille de coronavirus, on ne veut pas de coronavirus. C'est pourquoi on reste à la maison pour préparer à manger et rester à la maison. À la suite des fidèles, un islamologue et professeur de la langue arabe donne les détails sur la signification de la fête de la Tabaski. Suivez plutôt. Il est au micro de nos reporters dominés par les stagiaires de ESAE. Tout ce que nous pratiquons aujourd'hui, surtout au moment de la Tabaski, c'est une longue histoire qui date depuis Abraham. Le pèlerinage que nous faisons, le jour où Abraham veut immoler son enfant, c'est le jour-là qui a été pris pour la fête de Tabaski. C'est le 10 du mois de Zulhijjah, le 12e mois de l'année musulmane, et le 10 de ce mois. Et le jour d'Arafat, qui est un jour avant la fête de Tabaski, c'est ce jour que tous les pèlerins se regroupent au mont d'Arafat et que tous sont là, les pèlerins, et nous qui sommes ici, nous jeûnons pour accompagner les pèlerins là-bas. Donc, tous ces rites, la tawaf, le fait de faire des va-et-vient, ou bien Safa ou Al-Marwa, la course entre le mont de Safa et le Mara, c'est ce que la femme d'Ismaïl, la femme d'Abraham, la maman d'Ismaïl a fait faire un temps. Donc, tout le pèlerinage et la fête de Tabaski, c'est une histoire de notre papa Abraham, alayhi salatu wassalam. Et Abraham est musulman, il n'est pas chrétien, ni juif, ni comme le Coran nous l'a confirmé. La fête de la Tabaski, au fait, c'est comme toutes les fêtes. Mais ça a un double sens, un sens spirituel et un sens de joie et sentimental. Le sens spirituel, c'est de respecter, c'est-à-dire de fêter et en suivant quelques conduites pour la prière spirituelle. Et enfin, le sens de la joie. Je commence par le côté spirituel. Son sens, tout d'abord, c'est de se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a demandé d'immoler une bête. Et il nous a demandé que chacun dépense selon ses moyens, ce que tu as dans la poche. Ce sens spirituel nous montre comment nous allons adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans se faire montrer. Moi, je suis riche, j'ai acheté le plus grand des moutons et mon voisin n'a rien acheté, je le dépasse, non. Mais ce qu'il a dit est que lui ne veut pas manger la bête. Il ne veut pas sa viande, il ne veut pas son sang. Mais lui veut la crainte de Dieu chez vous. Donc c'est la crainte de Dieu qui est un côté spirituel, un sens spirituel que le fidèle va d'abord adopter avant de commencer par penser à immoler une bête. Et la bête qu'il faut immoler,
parce que tu n'as pas les moyens, ne prends pas n'importe quelle bête. Non, il y a des qualifications pour ces bêtes données. Et on vient à une grande place à l'air libre pour célébrer d'abord une unité de prière pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ceci, ça a d'abord un sens spirituel. Allah nous a prescrit 2 fêtes en place. La fête de Ramadan et la fête de Tabaski, qui sont pour nous des moments de réjouissance. Si nous immolons, nous allons partager entre nous les bêtes. Les riches vont donner aux pauvres. On va donner aux voisins, quelle que soit sa religion, ou bien sa nature, ou bien sa nationalité. Donc, c'est ça. Le sens réel de la fête, c'est la joie. Yom Akil wa Shurub. C'est un jour de manger et de boire, comme on nous l'a dit. Et on partage même ce que nous en avons comme mets. Donc, voilà en bref le sens de la fête de Tabaski. Une note de sport pour mettre un terme à cette édition. L'histoire sportive du Bénin en 60 ans d'indépendance a connu des mutations. La rédaction sportive des Arewe TV vous replonge dans l'historique du sport, de son introduction par les missionnaires et les militaires pendant la période coloniale à nos jours. À travers une série d'interviews, le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois CNOBEN, Fernando Ressou, retrace ce parcours dans l'acte 1. Il aborde la création des premières fédérations sportives et l'institution de leurs fêtières. La formalisation n'a commencé qu'après l'indépendance, en 1961 plus précisément, lorsque le gouvernement a pris un décret pour instituer une charte des sports. Et les fédérations ont commencé par naître petit à petit. Vous imaginez le football, l'athlétisme, le handball, le basket, la boxe, le volleyball font partie des premières fédérations qui se sont constituées. Et je rappelle qu'en ce moment-là, on ne parlait pas de comité national olympique et sportif, puisque le comité national est l'émanation de toutes les fédérations sportives d'un pays. Encore que dans ces années-là, il y avait très peu de disciplines sportives présentes sur le programme des Jeux olympiques et qui avaient pignon sur rue dans notre pays. Donc, pour tout dire, c'est à partir de 1962 qu'on va voir fleurir suffisamment de fédérations pour qu'on pense à les regrouper dans un creuset. Mais dans un premier temps, l'État a pensé à mettre en place un conseil national des sports. Et les gens ne s'intéressent même pas à l'olympisme. Et petit à petit, les choses ont commencé à prendre corps vers la fin des années 60 et le comité national olympique du Dahomey est né avec Daumlan comme président et comme secrétaire général M. Santos Adolphe. Donc c'est eux qui ont dirigé ce comité national olympique du Dahomey jusqu'à ce que le premier grand événement olympique de notre pays soit noté, c'est-à-dire la première participation du Dahomey aux Jeux olympiques. C'était aux Jeux de Munich en 1972. Et à l'époque, le Bénin s'est vu aider énormément par une volonté allemande qui avait servi dans notre pays et qui avait d'ailleurs contribué à la démocratisation de la pratique du volleyball à travers tout le Bénin, aux côtés de feu Lucien Gokun. Je veux parler de Marianne Dotze, qui avait servi à Gobada, et qui avait d'ailleurs monté l'équipe de volleyball de Gobada. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonne fête de Tabaski à tous nos frères musulmans. D'ici là, restez câblés Arewe TV. Bonsoir.